Ce soir, retour sur les dérives des réseaux sociaux ou comment des jeunes filles se sont faites piéger par un prédateur sexuel bien caché sur Facebook derrière un profil de femme. Pour endormir la méfiance des filles, il se fait appeler Elena. C'est donc Elena qui envoie à chacune un message type. Jolie photo pour job d'hôtesse, n'hésite pas, tu es la bienvenue. Flattées, les jeunes filles échangent quelques mots avec Elena. S'il n'y a rien de vulgaire, pourquoi pas? Où se situe votre agence? Est-ce possible comme job d'été? Méfiante, elle s'inquiète. Est-ce pour devenir escorte? Elena rassure et plaisante. Non, pas du tout. C'est toi qui choisis ce qui t'intéresse. Mais tout de suite, la première enquête de ce soir, une enquête aussi déroutante qu'incroyable. Tout commence par l'inculpation de Serge Kubla pour corruption, un délit qu'il aurait commis pour le compte de l'entreprise Duferco. Des poursuites judiciaires qui, en tout cas, mettent un terme à la carrière politique de l'ancien homme fort du MR. À l'origine de cette affaire, il y a des révélations faites par un homme, un certain Stéphane De Witt. Il a disparu depuis le mois de juin 2014. Alors, qui avait intérêt à faire disparaître cet homme qui en savait beaucoup? Pour répondre à cette question, Catherine Lorsignol et Jean Dehalle ont enquêté jusqu'au Congo. Et ils ont retrouvé la trace de cet homme que tout le monde recherche. Juin 2014, un Belge disparaît au Congo. Il s'appelle Stéphane De Witt. C'est un inconnu, mais sa disparition va faire éclater une affaire de corruption retentissante. On parle directement d'un montant de 1 million d'euros de corruption payé, semble-t-il, pour moitié à l'ancien Premier ministre du Congo. L'affaire emporte Serge Kubla et 2 administrateurs de Duferco. Tous 3 sont inculpés de corruption. La justice avait été mise sur la piste avec un mystérieux dossier envoyé par Stéphane De Witt 15 jours avant sa disparition. De manière assez énigmatique, il m'avait donc dit tu sauras quoi en faire le jour venu. Y a-t-il un lien entre la disparition et l'affaire de corruption? Sur cette énigme plane aussi l'ombre d'une femme, aussi belle que mystérieuse, celle de la compagne de Stéphane De Witt, Odette Maniema Krempin, une soi-disant princesse au passé trouble. Cette Odette a transformé notre fils. Ce garçon a été complètement manipulé. La mystérieuse princesse a-t-elle quelque chose à se reprocher? Qu'est-il réellement arrivé à Stéphane De Witt? Pour le savoir, nous avons enquêté en Belgique, en Allemagne et au Congo. Elle est vraiment géniale quand il s'agit de tromper quelqu'un. Les sous qu'ils recevaient, ils les ont mis dans leur poche. Stéphane De Witt est-il la victime de la princesse Odette ou son complice? Une affaire trouble sur une toile de fond digne d'un polar. Pourquoi a-t-il disparu? Une enquête aux multiples rebondissements. Février 2015. Le ciel tombe sur la tête de Serge Kubla. Le bourgmestre de Waterloo est inculpé dans une affaire de corruption au Congo. L'homme qui règne sur sa commune depuis plus de 30 ans est arrêté et conduit à la prison de Saint-Gilles. Le parquet a décidé de placer Serge Kubla en détention pour éviter qu'il ait des contacts avec d'autres personnes impliquées dans ce dossier. Les autres personnes impliquées dans ce dossier, ce sont des dirigeants de la société Duferco, Antonio Gozzi et Massimo Croci. Selon le parquet, Serge Kubla aurait servi d'intermédiaire pour favoriser des investissements du groupe Duferco dans le secteur des jeux et loteries au Congo. Les 3 hommes sont inculpés de corruption d'agents exerçant une fonction publique dans un État étranger. Ils passeront tous par la case prison. L'affaire agit comme une tornade. Serge Kubla, ancien ministre wallon, ancien député, démissionne de sa fonction de bourgmestre. C'est la fin de sa carrière politique. Le scandale est retentissant, mais il n'aurait jamais éclaté sans la disparition d'un homme 9 mois plus tôt. Stéphane De Witt, comptable et homme de confiance de Duferco, disparaît au Congo début juin 2014. Ce qui met les enquêteurs sur la piste d'une affaire de corruption
C'est un mystérieux dossier envoyé par le comptable à son ex-épouse 15 jours avant de disparaître. Durant le mois de mai, j'ai reçu 2 colis par DHL contenant des documents. Et donc, que Stéphane m'avait demandé de garder de manière assez énigmatique. Il m'avait donc dit tu sauras quoi en faire le jour venu. Le jour où il s'est avéré qu'il avait disparu, pour moi, le message à ce moment-là était clair. Et donc, c'est une des premières choses, évidemment, que j'ai faites, c'est remettre les documents aux enquêteurs. Des contrats, des factures, des mails qui mettent les enquêteurs sur la piste de l'affaire de corruption à charge de Serge Kubla et des dirigeants de Duferco. Y a-t-il un lien entre le contenu de ce dossier et la disparition de Stéphane De Witt? Est-ce qu'il savait ce qui pesait sur ses épaules et est-ce qu'il a voulu donner un signe? Mais en tout cas, il n'a jamais précisé la nature de la menace et donc est-ce qu'il a fait quelque chose pour se mettre à l'abri finalement ou pas? On ne le saura, on ne le sait toujours pas. Ce qui est sûr, c'est que tous les protagonistes se fréquentent depuis longtemps. Stéphane De Witt est directement lié à Duferco. Il s'occupe de la comptabilité de Duferco Belgique depuis environ 15 ans. Serge Kubla côtoie Antonio Gozzi, le patron de Duferco, depuis la fin des années 90. Quand il était ministre wallon de l'économie, Duferco avait repris les forges de Clabecq, un projet soutenu par des centaines de millions d'euros d'argent public. En 2008, les vieilles connaissances vont faire du business ensemble. Serge Kubla ne craint pas la confusion des genres. Il accepte le job proposé par ses vieux amis de Duferco, ceux qu'il a aidés quand il était ministre. Duferco aimerait développer son business en Afrique et le mandate pour tenter d'obtenir l'usine de Maluku, une usine sidérurgique au Congo. Mais ce sera un échec. 2010, Duferco va faire une nouvelle tentative d'implantation en Afrique. Mais la stratégie sera différente. Stéphane De Witt, l'homme de confiance, accompagne Serge Kubla pour prospecter et négocier. Une aventure inhabituelle pour le comptable, pas du tout rodé à ce genre d'exercice en Afrique. Il était à la tête d'une société florissante, il avait une équipe de 30 personnes. Quand il est venu nous annoncer son départ vers le Congo, ma première réaction a été de dire « Stéphane, tu t'aventures dans un pays que tu ne connais absolument pas, dont les mœurs et les coutumes sont très différentes de ce qu'on fait en Europe. » Et je me suis permis de l'avertir que ce marché est un marché très difficile et dangereux. Au Congo, Stéphane De Witt et Serge Kubla vont s'intéresser à une affaire à 1000 lieues du core business de Duferco, la loterie nationale congolaise. Zonal, jouer et gagner facilement beaucoup d'argent. La loterie pourrait servir de porte d'entrée pour ensuite investir dans le secteur de la sidérurgie. Pour intervenir au Congo, les deux administrateurs, avec l'aide de Stéphane De Witt, vont procéder à un montage compliqué de sociétés écrans. Parmi ces sociétés, la SEJ, représentée par Serge Kubla et Stéphane De Witt. Les deux hommes signent un accord avec les administrateurs de la Sonal et la bénédiction du Premier ministre Adolphe Musito. Pour faciliter l'obtention de cette signature, des hommes politiques et des hauts fonctionnaires auraient été corrompus. Dès que l'affaire éclate, donc au mois de mars, on parle directement d'un montant de 1 million d'euros de corruption payé, semble-t-il, pour moitié à l'ancien Premier ministre du Congo, Musito, et pour partie à des hauts fonctionnaires. Et derrière, encore, il y avait un brouillard sur les bénéficiaires exacts de la corruption. La justice soupçonne même Serge Kubla d'avoir remis dans un hôtel bruxellois la somme de 20 000 euros à l'épouse du Premier ministre Musito. Une transaction que l'avocat de Serge Kubla confirme devant les caméras du journal télévisé. Il reconnaît ces faits-là? Oui. Mais il nie qu'il s'agisse là de corruption? Oui, c'est pour lui le paiement d'une facture, simplement. L'épouse du Premier ministre affirme, elle, n'avoir jamais rencontré Serge Kubla. Qui dit vrai? Quoi qu'il en soit, le projet de loterie n'aboutira jamais. La convention signée par Kubla et De Witt avec la Sonal ne va pas du tout plaire à la ministre en charge des entreprises publiques.
Elle va désavouer les engagements d'Adolphe Mouzito, le Premier ministre, et dénoncer la Convention. Tout l'argent investi est perdu. Il semble que Mme Mabunda n'était pas d'accord avec ce qui a été conclu chez M. Mouzito, le Premier ministre. C'est que M. De Witt n'avait pas bien fait le deal. Mais je ne fais pas l'avocat de M. Kubla, mais beaucoup de gens disent que M. Kubla n'acceptait pas beaucoup les passe-droits. C'est comme ça que beaucoup des démarches qu'il avait menées n'ont pas bien marché parce qu'il hésitait à arroser les gens qu'il rencontrait. Par contre, De Witt, lui, il était plus généreux. D'après mes informations, 11 millions d'euros dépensés par Duferco au Congo, dont une partie pour de la corruption, mais pour un résultat nul. C'est vraiment de l'argent perdu de manière un peu, je veux dire, stupide. Conclusion, 3 hommes inculpés de corruption et la réputation de Duferco entachée. Même si l'entreprise italo-suisse conteste toute implication dans des faits de corruption et même toute intervention au Congo. Duferco, ce n'est pas présent au Congo. Cette histoire regarde un investissement privé des actionnaires de Duferco. Duferco, avec cette histoire, n'a rien à faire parce que ça ne se met pas dans les jeux, dans les loteries. Duferco, c'est une entreprise qui négocie et traite et produit de l'acier, pas des autres choses. Vous n'avez jamais voulu obtenir les loteries au Congo? C'est fini. Bonsoir. On vous laisse. Bonne soirée. Pourtant, sur cette facture, publiée par le Soir Mag, une facture de 60 000 €, il apparaît que Serge Kubla a bien été payé par Duferco via une société constituée à Malte, un paradis fiscal. 60 000 € pour prospection en Afrique et création d'une entreprise au Congo, pile au moment des négociations avec la loterie congolaise. On peut dès lors établir un lien entre les activités de Kubla au Congo, parce que les frais de consultance sont liés à ça, Duferco d'une part et le Congo. Il y aurait eu plusieurs factures envoyées par Serge Kubla à Duferco. Au total, on parle d'un montant de 240 000 € de frais de consultance annuels sous forme de factures trimestrielles. Après l'épisode lamentable de la Sonale, Kubla se retire de l'aventure congolaise. Elle lui vaut aujourd'hui une inculpation de corruption. Depuis, il refuse de s'exprimer. Serge Kubla parti, que devient Stéphane De Witt? Avec les administrateurs de Duferco et d'autres partenaires, il va retenter sa chance dans le secteur du jeu au Congo en lançant LPS en mars 2012. Cette société offre une opportunité aux joueurs de gagner beaucoup d'argent sans tracasserie. Stéphane ne veut pas d'un nouvel échec. Il croit en ce nouveau projet dans lequel il va s'investir corps et âme. Nous voulons jouer en toute transparence. Le joueur, il parie et puis il passe au guichet et il se fait payer directement. C'est donc parti chez LPS, jouer, c'est gagner. Ce slogan ne leur portera pas chance. L'aventure LPS aussi va mal se terminer en janvier 2013. C'est un véritable fiasco. Il a dépensé de l'argent, il a recruté du personnel, non seulement à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Et il a dépensé tellement de l'argent, comme nous avons appris de nos sources, qu'à un moment donné, il n'était même plus capable de rémunérer le personnel. Certains partenaires locaux sont furieux. Cette mésaventure va conduire le comptable en garde à vue à Kinshasa. Une de ses prestataires de services au niveau du projet de loterie va déposer plainte contre lui parce qu'elle n'a pas été payée. Et donc, elle va déposer plainte pour détournement de fonds et ça va résulter donc dans l'arrestation de Stéphane. Stéphane est accusé de détournement de fonds envoyés par Duferco pour payer les salaires de LPS. Accusation fondée ou non, les ennuis semblent en tout cas s'accumuler à cette époque. Je crois que à un moment donné, il y a eu un clash entre lui et ses mandants de Duferco pour mauvaise gestion. Parce qu'au fond, il n'a atteint aucun objectif. La Sonale,
échec, les jeux échecs. Donc, il a raté sa mission. Dans le courant de l'année 2013, Stéphane de Witt se retrouve donc en situation délicate au Congo. Y a-t-il un lien entre sa disparition et son business dans le secteur du jeu? En savait-il trop sur les activités de Duferco? A-t-il eu des ennuis avec d'autres partenaires sur place? Il y a en tout cas un autre élément troublant. À l'époque où il a disparu, Stéphane s'était définitivement installé au Congo avec une compagne congolaise, la princesse Odette Maniema Krempin. Étrangement, cette dernière va attendre 25 jours pour signaler sa disparition. La seule personne qui s'inquiète du silence de Stéphane, c'est son ex-épouse. Elle n'arrive plus à le joindre depuis une dizaine de jours. Faute d'avoir de réponse de sa part, j'ai envoyé un mail à sa compagne, Odette, pour avoir plus de nouvelles. Quand elle m'a répondu, elle ne semblait pas s'inquiéter, elle semblait plutôt dire oui, je vais lui transmettre ton message, donc je dis rien d'alarmant. Chère Sigrid, j'ai informé Stéphane à propos de ton mail. Mais Stéphane ne rappellera jamais. Inquiète, son ex-épouse va finalement signaler la disparition aux autorités belges. Odette va alors faire de même. Le 25 juin, elle se rend à l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Elle formule une troublante déclaration aux autorités belges. Et dans ces déclarations, elle a dit qu'elle était sans nouvelles de Stéphane depuis le 1er juin. Or, 10 jours après, plus de 10 jours après, elle me répond d'une manière très, sans s'alarmer, en me disant qu'elle transmet mes messages, donc vraiment rien qui puisse laisser entendre qu'elle est elle-même sans nouvelles de lui. Pourquoi la princesse Odette attend-elle 25 jours pour s'inquiéter? Une attitude étrange. Ce n'est pas la première fois que les proches de Stéphane s'interrogent sur le comportement d'Odette. Dès le début de sa relation avec Stéphane, elle aurait tout tenté pour le couper de sa famille. Et en 3-4 mois, notre relation, qui était exceptionnelle, a complètement été transformée. Nous avons constaté des absences de contact, des absences téléphoniques, des absences de messages. Elle s'est opposée, elle s'est interposée à toute communication et tout contact avec mon fils. Donc, il n'a plus été capable de discuter avec nous. Qui est la mystérieuse Odette Maniema Krempin? C'est elle ce qui est arrivé à Stéphane de Witt. Stéphane rencontre Odette à l'été 2012 sur un vol Bruxelles-Kinshasa en business class. Le comptable est tout de suite impressionné par cette très belle femme qui se présente comme une princesse, riche femme d'affaires vivant entre le Congo et l'Allemagne. Mein Name ist Prinzess Odette Maniema Krempin. Ich komme aus Kongo und ich bin die Honorarkonsulin der Demokratischen Republik of Congo in Frankfurt am Main. C'était une personne qui avait une notoriété ou qui aurait eu une notoriété incroyable, venant d'une famille très riche dont les ancêtres ou grands-parents, arrière-grands-parents étaient des rois du Katanga. Donc c'était une princesse qui avait pignon sur rue, qui n'y avait que des qualités, qui n'avait que du charme pour lui, de l'amour pour lui, et c'était vraiment la personne qui allait vraiment définir le futur de sa vie. À cette époque, tout va bien pour Stéphane. Il a lancé sa société de loterie LPS et vient de rencontrer l'amour de sa vie. Mais très vite, il échoue avec LPS. Malgré l'échec, il veut absolument rester auprès de sa princesse et adopte un comportement qui inquiète sa famille. Il a vendu sa société commerciale, il a soldé ses différentes épargnes en Belgique et voilà. Mais quand et comment l'argent est parti et où l'argent est arrivé ou ce qu'il en a fait, non, aucune information. Aujourd'hui, Odette détient 50% des parts de Stéphane dans une société immobilière en Belgique. Le reste de l'argent a très probablement été investi dans une série de nouveaux business au Congo. Tous les projets qu'il a menés après
Je veux dire, après l'épisode de la loterie, c'était tous des projets qui étaient liés de près ou de loin à elle. Donc, quelque part, elle profitait des investissements qui étaient réalisés par Stéphane dans ces différents projets. Odette prenait le dessus sur tout ce qu'il faisait, ses agissements. C'était elle qui semblait décider de l'évolution de sa carrière. C'était vraiment Odette qui était le commandant du navire. Lui, il était tombé au deuxième rang. Au moment de sa disparition, Stéphane travaillait pour Odette. Elle l'avait nommé directeur général d'un projet de développement touristique du jardin botanique de Kisantu, à 120 km de Kinshasa. À l'époque, les médias locaux en avaient parlé. Le jardin botanique de Kisantu dans les Bas-Congo est en train de retrouver toute sa splendeur touristique. Du nouveau matériel acheté sous fonds propres par la princesse Odette Manyema-Créping. Stéphane a-t-il aussi investi de l'argent dans cette affaire? Seule Odette pourrait répondre à cette question. Elle est aussi celle qui pourrait donner plus de détails sur les circonstances de la disparition. À ce stade, la princesse apparaît comme un témoin clé. Le juge d'instruction belge l'a convoquée à plusieurs reprises, mais elle ne s'est jamais présentée. Elle va pourtant sortir de son silence en mars 2015 dans les colonnes de Paris Match. La mystérieuse princesse va faire une surprenante déclaration dans des mails échangés avec ce journaliste. Cher Monsieur Laure, j'ai été personnellement menacée par des personnes qui m'ont demandé de ne pas tout dire à la justice belge lors de mon audition. Odette explique que Stéphane, lui aussi, était menacé. Vous dites qu'il était menacé. Pouvez-vous en dire plus ? Oui, par quelques-uns de ses partenaires, mais lui aussi faisait du chantage. Dans ses mails, la princesse va rester très vague sur le contenu du prétendu chantage. Je ne peux pas aller plus loin dans les explications. Je ne peux pas non plus vous rencontrer, parce qu'il était question que j'aille la rencontrer en Allemagne, parce que j'ai, disait-elle, un accord de confidentialité avec Antonio Gozzi, donc le patron de Duferco. Et au terme de cet accord, je ne peux pas m'exprimer. J'ai signé un accord de confidentialité avec Antonio Gozzi concernant Duferco. Odette bluffe-t-elle pour détourner l'attention de sa personne ou a-t-elle réellement un accord de confidentialité? Nous avons posé la question à l'avocate d'Antonio Gozzi. Elle n'a pas souhaité faire de commentaires et n'a donc ni confirmé ni démenti cette information. Mais d'après certaines sources, il y aurait bien eu une demande insistante d'argent de Stéphane de Witt à Duferco, suivie du versement d'une somme importante. S'agit-il d'un chantage? Il semble en tout cas qu'Odette se soit mêlée de ces transactions. Je pense qu'elle forçait Stéphane à augmenter le prix de son chantage pour pouvoir en bénéficier, parce qu'à un moment donné, il a senti le danger, il a voulu sortir de la situation, mais il aurait remis un document de toute grande confidentialité concernant cette affaire Duferco à la princesse Odette. Il a réclamé ce document à la princesse Odette en lui disant qu'il voulait arrêter ce chantage et qu'il voulait se reconstruire. Elle n'a pas cédé le document et voilà, l'affaire s'est embrasée et nous sommes maintenant devant d'énormes doutes, des craintes terribles. Qu'y a-t-il dans ce soi-disant document secret? Sur quel élément pourrait porter le chantage? Stéphane de Witt connaît les comptes de Duferco Belgique depuis longtemps. En savait-il trop sur les activités du groupe au Congo ou même en Wallonie? Début des années 2000, Duferco a bénéficié d'énormes subsides de la région wallonne, à l'époque où Serge Kubla était ministre de l'économie. Des structures auraient été mises en place pour cacher ces subsides à l'Europe. Un dossier auquel la justice belge ne s'est encore jamais intéressée. La justice belge devrait pousser l'enquête. On ne peut pas mettre sous les noir un montant de subvention aussi important, 500 millions. Alors même si ça embarrasse plusieurs partis politiques, ou peut-être tous,
qui tous ont peut-être participé à ces montages nébuleux d'aide à Duferco via des paradis fiscaux. Néanmoins, je crois que c'est important d'ouvrir une enquête aussi ou de développer une enquête à ce niveau-là et pas seulement sur le volet congolais. Pour en savoir plus sur un éventuel chantage exercé par Stéphane sur Duferco et sur l'existence de cet accord de confidentialité, nous avons contacté la princesse Odette. Elle refuse de nous parler directement, mais propose de répondre à nos questions par email. Dans ces mails, elle va nous révéler un élément intrigant. Elle affirme que plusieurs personnes auraient reçu 1 million d'euros pour garder le silence. Une somme d'1 million d'euros, comme les autres. Mensonge ou vérité? Sait-elle ce qui est réellement arrivé à Stéphane? A-t-elle quelque chose à se reprocher? Pour le savoir, nous décidons de partir sur ses traces, en Allemagne. Francfort, capitale économique et financière de l'Europe. Odette se serait installée ici il y a plusieurs années, partageant sa vie entre l'Allemagne et le Congo. Nous commençons nos recherches à l'adresse à laquelle aurait vécu Stéphane de Witt avec Odette avant de disparaître. Les volets sont fermés, personne ne viendra nous ouvrir. Odette Maniema, hein. Dans la rue, un voisin se souvient de la présence de Stéphane de Witt dans la villa. Il n'est pas étonné quand nous lui annonçons que l'homme a disparu. Il s'est sûrement passé quelque chose, comme pour le mari de Madame Odette Krempin, qui est mort subitement en 2011. Il est mort et a été incinéré très vite, et maintenant on ne peut plus vérifier ce qu'il s'est passé. Cet homme avec lequel Odette a vécu avant de rencontrer Stéphane est mort subitement après un voyage au Congo. Que s'est-il passé? À l'époque, aucune enquête n'a été ouverte. Stéphane de Witt aurait-il lui aussi été victime d'une mystérieuse maladie? En poursuivant nos investigations, nous découvrons qu'Odette n'a pas toujours été princesse. En 2006, quand elle arrive à Francfort, elle s'installe dans ce quartier beaucoup moins prestigieux. Ses anciens voisins se souviennent d'une jeune femme discrète et tout à fait ordinaire. Elle est venue de Paris. Elle a vécu à Paris auparavant, mais elle n'est restée ici qu'une demi-année. Et puis elle a déménagé en laissant des loyers impayés. Des loyers impayés. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'Odette s'installe dans la luxueuse villa. L'ascension sociale est fulgurante. Elle vient de rencontrer un très généreux fiancé, de 30 ans son aîné, celui qui décédera mystérieusement après un voyage au Congo. Elle s'autoproclame alors princesse, devient consul honoraire du Congo et fait son entrée dans la haute société de Francfort. À la même époque, elle a une liaison avec un avocat renommé de la ville. L'homme va se ruiner en cadeau pour sa princesse et même détourner de l'argent pour la satisfaire. Un comportement qui lui a valu une condamnation et son éviction du barreau. Comment en est-il arrivé là? Aujourd'hui, honteux de ce qui lui est arrivé, il préfère s'exprimer par la voix de son avocat. Il dit qu'à cette époque-là, il n'était pas lui-même. Il l'affirme encore aujourd'hui, et avec le recul, il peut dire que d'une certaine manière, il a été manipulé. Une situation qui fait étrangement écho avec ce que les parents de Stéphane de Witt décrivent du comportement de leur fils. Moi et sa maman, nous sommes persuadés que cette Odette a transformé notre fils. De quelle façon, ou par quelle manière, ou par quelle intervention, ça je ne sais pas vous répondre, puisque je n'ai jamais rencontré ce personnage, mais je peux vous dire que ce garçon a été complètement manipulé. Manipulatrice, vénale. Les premiers éléments récoltés à Francfort font voler en éclats l'image d'une femme riche et honorable que la soi-disant princesse veut se donner. En 2009, un journaliste de la ZDF avait déjà démasqué Odette lors d'une soirée de bienfaisance qu'elle avait organisée à Francfort. Le journaliste va découvrir que derrière ce visage d'ange,
se cache en réalité un inquiétant personnage. La soirée se déroule dans une salle prestigieuse de la ville. Toute la haute société est présente. Les invités vont être généreux. Ils feront des promesses de dons pour 89 000 € au profit de 3 projets humanitaires au Congo. Aucune de ces organisations n'a jamais reçu d'argent d'après ce que nous savons. Pour l'hôpital de Kamituga, je peux l'affirmer, elle n'y a jamais été présente. Elle n'y avait pas d'interlocuteur à qui elle aurait pu envoyer les dons. Les dons promis n'ont finalement jamais été versés à Odette. La diffusion de l'émission de la ZDF a effrayé les donateurs. Ce n'était pas la première fois qu'Odette montait une arnaque à la charité. En 2003, elle avait dû quitter la Namibie après avoir organisé une récolte de fonds en faveur de la lutte contre le sida. L'argent récolté n'a jamais été versé à aucune organisation. En 2009, en Allemagne, toutes ces révélations avaient fait scandale. Le parquet de Francfort avait ouvert une enquête à l'époque, mais les poursuites avaient été abandonnées faute de preuves. Et la princesse s'était fait oublier pendant quelques années. En 2012, quelques semaines avant de rencontrer Stéphane de Witt, elle organise son grand retour. Elle se présente désormais comme présidente de la SOMIMA, une importante entreprise minière congolaise. Pour redorer sa réputation à Francfort, elle fait appel à un ancien agent des services de renseignement allemands, reconverti dans la communication d'entreprise. À l'époque, Odette voulait faire des affaires au Congo avec quelques grandes entreprises allemandes. Naturellement, les échos négatifs de la presse n'allaient pas l'aider dans ses affaires. Donc elle devait se préoccuper d'apparaître à nouveau de manière positive dans les médias pour ensuite, c'était planifié, et cela a été réalisé, pouvoir aller avec des représentants de ces firmes au Congo, leur montrer là-bas sa mine, pour démontrer combien elle est efficace et à quel point cette mine est rentable et la façon extraordinaire dont les gens sur place travaillent. Une multinationale, une mine, Odette serait-elle devenue une véritable femme d'affaires? Nous décidons de nous rendre à l'adresse des bureaux de la SOMIMA à Francfort pour en savoir plus. Un de ses collaborateurs pourra peut-être nous renseigner sur ce qui est arrivé à Stéphane de Witt. Bonjour, nous recherchons l'entreprise SOMIMA. Cette entreprise était ici il y a très longtemps. Je ne sais pas où elle est partie. Je viens d'apprendre d'un collègue qu'il recherche cette entreprise car elle n'a pas payé les loyers des bureaux. Elle est partie du jour au lendemain. Un départ précipité, 1 mois avant la disparition de Stéphane de Witt. Des loyers impayés. Étrange. Sur son site internet, la SOMIMA se présente toujours comme une importante société minière employant plus de 1000 personnes à travers le monde. Sur ce film promotionnel de la SOMIMA daté de 2012, on voit Odette présenter les produits de son entreprise au sommet de la francophonie à Kinshasa. Elle apparaît sur ces images avec Stéphane de Witt. Comme en 2009 à Francfort, elle se présente comme une bienfaitrice. On supporte des écoles, on supporte des hôpitaux. Donc on est en train de faire beaucoup de choses pour la population. Et comme d'habitude, elle s'affiche avec de hautes personnalités du pays, comme le président Joseph Kabila. Je suis vraiment très excitée et voilà, très contente que le président nous a fait cette surprise. Je suis sûre qu'il sera très fier de trouver à SOMIMA tout ce qu'on va faire pour les enfants des Maniema, les écoles, les hôpitaux, les mamans, les papas, les oncles, les sorciers, tout le monde sera content. 3 ans plus tard, nous n'avons trouvé aucune trace d'aide à qui que ce soit. Stéphane de Witt, que l'on voit sur ces images, est-il au courant des réelles intentions d'Odette? La SOMIMA est-elle vraiment la multinationale que la princesse veut nous vendre? Sur son site internet, l'entreprise présente un nombre impressionnant de directeurs. Après quelques vérifications, nous comprenons qu'il ne s'agit en fait que de prête-noms. En réalité, l'imposant site internet ne sert qu'à attirer des candidats investisseurs. Quant à l'ancien agent des services secrets qui a aidé à améliorer l'image de la princesse pour faciliter son business, il n'a évidemment jamais été payé.
et reste stupéfait de s'être fait avoir malgré son expérience. Elle sait parfaitement comment embobiner les gens. Elle est vraiment géniale quand il s'agit de tromper quelqu'un. Son talent d'actrice est formidable. Elle serait parfaite pour Hollywood. Au terme de nos investigations à Francfort, nous pouvons conclure qu'Odette est un véritable escroc. Stéphane de Witt a-t-il lui aussi été arnaqué? A-t-il eu des problèmes financiers? Nous avons rencontré le propriétaire de la villa où il a habité avec Odette. L'homme explique que des loyers sont restés impayés. Puis la princesse a mystérieusement disparu. J'ai été sonné parce que je voulais savoir ce qu'il se passait. Elle était dans l'escalier et elle m'a dit « je ne peux plus payer ». Et le vendredi de la Pentecôte, tout d'un coup, vers 5-6 heures, une camionnette s'est arrêtée devant la maison et elle a déménagé. Tout était cassé. Les toilettes étaient cassées, les poignées de porte, nous avions de belles poignées de porte. C'était arraché, cassé, ou ce n'était plus là. Le bain à bulles était cassé, tout était cassé. Vous avez perdu beaucoup d'argent à cause de Odette? environ 60 000, 70. Odette a quitté Francfort en mai 2014, soit pile un mois avant la disparition de Stéphane de Witt. Pourquoi est-elle partie si précipitamment? Pourquoi autant de dégâts dans la maison? Une chose est sûre, elle est partie pour Berlin. Dans un quartier tranquille, nous avons retrouvé l'adresse de son appartement. Sur le palier, nous tombons sur le facteur. Excusez-moi, vous distribuez le courrier ici depuis longtemps? Oui. Vous connaissez un monsieur ou une madame Krempin? Oui. Elle habite toujours ici? Elle était ici un étage plus bas, mais elle n'y habite plus depuis un certain temps. Depuis combien de temps? Un an? Une demi-année? Une demi-année. Odette aurait quitté Berlin en mars 2015, soit quelques jours après les inculpations en Belgique de Serge Kubla et des dirigeants de l'UFERCO. Au même moment, le juge belge souhaite entendre Odette, mais la princesse esquive et prétend qu'elle est malade. Ma santé s'est un peu améliorée. Il faudra du temps avant que j'aille mieux. Je n'ai pas contacté le juge Claise parce que j'étais occupée à me soigner. Cette voisine nous révèle qu'en réalité, loin d'être malade, la princesse a littéralement fui devant la police. Je pense qu'elle a dû partir. Elle a dû partir à cause de la police. Les policiers la recherchent. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est une voiture, une Ferrari en leasing abandonnée dans un garage. Et comme d'habitude, un propriétaire qui reste avec des loyers impayés. Mais avant de s'enfuir, Odette Maniema aurait arnaqué une voisine. Elle disait que sa voiture avait été volée avec tous les papiers et qu'elle devait d'urgence réserver un vol. La voisine était si gentille qu'elle lui a réservé un vol via son ordinateur. Mais elle n'a jamais revu l'argent. Et après, Odette a disparu. Un vol pour le Congo? Non, non, c'était un vol intérieur. À ce stade, Odette n'est plus un simple témoin. Sa fuite devant la police, son refus de parler au juge la rendent suspecte. Où est-elle aujourd'hui? Personne ne peut le dire. C'est-elle où est Stéphane de Witt? C'est-elle ce qui lui est arrivé? A-t-il été assassiné? Nous décidons de poursuivre notre enquête au Congo. Pour entrer en République démocratique du Congo, notre demande de visa doit être argumentée. Mais l'objet de notre reportage ne va pas plaire du tout aux autorités congolaises. Elles vont nous refuser l'accès au territoire.
La mission de rechercher les personnes disparues est dévolue à la justice. Je suis au regret de ne pouvoir vous accorder l'autorisation sollicitée. Pourquoi ce refus? Ont-ils quelque chose à nous cacher? Pour le savoir, nous avons pris contact avec une journaliste congolaise. Elle va investiguer pour nous. Nous apprenons tout d'abord qu'aucune enquête judiciaire n'a été ouverte sur place. Bizarre. Nos recherches commencent au jardin de Kisantu, à 125 km de Kinshasa. C'est là que Stéphane de Witt travaillait avant de disparaître. Il était le directeur général d'un projet touristique appartenant à Odette en partenariat avec le jardin botanique. Sur place, aucune trace de la princesse. Nous découvrons que le couple est parti en laissant un goût amer au personnel. Ils avaient convenu de construire les hôtels, des jeux pour les jeunes et pour les loisirs des touristes. De tout cela, ils n'ont rien fait. Plus grave, leur personnel n'aurait jamais été payé. Cette situation a duré plusieurs mois, provoquant la colère des travailleurs. Pendant la collaboration, ils ont pris nos biens. Ils encaissaient tout l'argent ramené par le restaurant, la pépinière, les tickets d'entrée. Tout ce qui faisait rentrer l'argent pour que nous puissions vivre arrivait dans leur poche. En fin de compte, notre direction a pris une décision. Ils ont été suspendus. Il leur a été interdit d'avoir une activité au sein du jardin. Les sous qu'ils recevaient, ils les ont mis dans leur poche. Ils les ont mis dans leur poche et ils sont partis avec. Monsieur et madame sont partis avec l'argent. Nous n'avons rien reçu. Stéphane et Odette se sont évaporés, une fois de plus, en laissant des dettes. Mais les circonstances du départ de Stéphane sont intrigantes. Il est parti un matin avec une valise. Le personnel ne s'en est pas inquiété. Il se rendait régulièrement à Kinshasa pour quelques jours. Mais cette fois, il n'est jamais revenu. A-t-il fui ? Ou lui est-il arrivé quelque chose sur la route? Il est en tout cas parti en laissant toutes ses affaires. Oui, il a laissé ses affaires quand il est parti. Mais quand ils sont revenus chercher les affaires, ils sont partis avec tout. Qui est venu? C'est la délégation de M. de Witt et ces travailleurs qui sont venus chercher les objets qui restaient. Ils sont venus avec un avocat pour tout partager. Qui a envoyé la délégation? Et pourquoi Stéphane de Witt n'est-il pas venu lui-même? Mystère. Mais le plus étonnant, cette jeune femme va nous le révéler en consultant son journal de bord. D'après ses notes, Stéphane de Witt aurait été présent au jardin de Kisantu encore jusqu'en août 2014, soit plus de 2 mois après la date à laquelle Odette déclare ne plus l'avoir vu. Si Stéphane n'a pas disparu, pourquoi n'a-t-il donné aucune nouvelle à sa famille en Belgique depuis la fin du mois de mai 2014? Cette information, plus qu'étonnante, doit être recoupée. Nous prenons la direction de Kinshasa, dans l'espoir de recueillir d'autres témoignages. Quartier de Gombe. Stéphane a vécu avec Odette dans cette ville-là. La princesse a déserté les lieux. De nouveaux locataires occupent le bâtiment. Mais un des employés du couple est toujours là. D'après lui, Stéphane et Odette étaient présents dans la maison jusqu'en octobre 2014. Surprenant. L'homme explique qu'ils ont quitté les lieux précipitamment pendant la nuit. Ils se sont disputés avec les propriétaires parce qu'ils ne payaient plus le loyer depuis 8 à 9 mois. Le propriétaire les a laissés partir sans réclamer l'argent. Et ils sont partis ensemble? Ils sont partis ensemble avec Madame Odette. Mais quand ils sont partis, je ne sais pas comment ils sont partis, car je travaillais la journée, pas la nuit. Je ne sais pas à quelle heure ils sont partis. Si on en croit ces témoignages, Stéphane de Witt aurait été vu vivant jusqu'en octobre 2014, avant de disparaître définitivement avec Odette. Avait-il des problèmes financiers? Toujours d'après leur employé, l'argent ne semblait pourtant pas être un souci. Il avait de l'argent, le blanc, là. Il avait de l'argent avec Madame Princesse. C'était connu. On se demandait d'où il venait.
Stéphane de Witt a-t-il organisé sa disparition avec Odette pour échapper à des créanciers ou à ses anciens partenaires, administrateurs de Duferco? Cela pourrait expliquer pourquoi Odette a attendu si longtemps avant de déclarer sa disparition. Mais aussi pourquoi Stéphane envoie le fameux dossier à son ex-épouse, précisément 15 jours avant de disparaître. Stéphane est-il toujours vivant? S'il était mort, on l'aurait su. Je doute fort que M. de Witt soit mort. Il fréquentait des gens plutôt puissants. Parce que Mme Odette, Maniema-Crampin, comme nous le savons, c'est une femme influente. Et d'ailleurs, le contrat qu'elle a obtenu pour gérer le site de jardin botanique de Kisantu, c'est pas n'importe qui peut avoir ça. C'est une institution de l'État. Est-ce que des amis puissants, côté congolais, le protègent? Il est planqué quelque part? C'est une énigme politico-judiciaire. Nous n'en apprendrons pas plus à Kinshasa. Sur place, c'est le blackout. L'ancien Premier ministre Mouzito, impliqué dans l'affaire de la loterie Sonal, a refusé de nous accorder une interview. Même réponse de la part d'anciens collaborateurs de la loterie LPS. Aujourd'hui, les proches de Stéphane de Witt restent avec beaucoup de questions. Dans la disparition d'un enfant, la disparition de quelqu'un sans retrouver son corps, c'est la chose la plus pénible. C'est difficile de vivre sans avoir de réponse à des questions aussi essentielles que de savoir s'il est encore vivant quelque part ou pas. Pour répondre à cette question, il faudrait que la justice belge puisse enfin entendre Odette et surtout que les autorités congolaises acceptent la commission rogatoire demandée par le juge d'instruction il y a déjà plusieurs mois. En attendant, la disparition de Stéphane de Witt reste plus que jamais une énigme. Sachez que si vous voulez poursuivre la réflexion autour de cette enquête, un article sera publié dans l'édition de ce jeudi du magazine Paris Match. Les dérives dans l'usage des réseaux sociaux font de plus en plus souvent la une de l'actualité. On parle souvent d'insultes, de harcèlement, moins souvent des pièges à la prostitution placés sur la toile. Le phénomène est certes neuf, mais il est déjà très inquiétant. Au travers de l'enquête signée Sylvie Chevalier et Sophie Gillet, vous allez découvrir comment des jeunes femmes se sont fait piéger par un Liégeois de 40 ans, bien dissimulé sous un faux profil Facebook. C'est au cœur de la nuit que ces enquêteurs interviennent. À l'improviste, ils contrôlent les filles qui travaillent dans les vitrines, les clubs, les bars à champagne. Simple contrôle, oui. On peut avoir les documents? Derrière ces vérifications d'identité se cache un travail plus subtil, repérer des situations interpellantes. Les policiers de la cellule traite des êtres humains prennent le temps de discuter avec les jeunes femmes. Ce soir-là, ils sont intrigués par l'attitude d'une serveuse visiblement mal à l'aise. Ils vont la convoquer au poste quelques jours plus tard. Ils n'oublieront pas les révélations qu'elle va leur faire. Lors de cette audition, cette jeune fille nous a expliqué comment elle s'était retrouvée finalement à travailler dans ce bar-là et nous a donc développé tout le recrutement dont elle avait été victime, quoi. C'est parce que finalement vous allez gratter derrière les apparences que vous trouvez le dossier. Oui, tout à fait. Si on ne la reconvoque pas, évidemment, on passe à côté, ça c'est clair. Oui. C'est sur une vaste affaire de cybercriminalité que les enquêteurs viennent de tomber. Au cœur de la toile, ils découvrent des jeunes filles victimes d'un manipulateur pervers. Photos séduisantes, poses lascives, c'est un style de plus en plus couru et apprécié des jeunes sur Facebook. Les filles n'y voient qu'un atout pour se mettre en valeur. Mais l'enquête va le prouver. Pour certains prédateurs, les réseaux sociaux sont devenus une réserve de recrutement idéale. Depuis la fin du mois de mai 2014. Cette information, plus qu'étonnante, doit être recoupée. Nous prenons la direction de Kinshasa, dans l'espoir de recueillir d'autres témoignages. Quartier de Gombe. Stéphane a vécu avec Odette dans cette ville-là. La princesse a déserté les lieux. De nouveaux locataires occupent le bâtiment. Mais un des employés du couple est toujours là. D'après lui, Stéphane et Odette étaient présents dans la maison jusqu'en octobre 2014.
surprenant. L'homme explique qu'ils ont quitté les lieux précipitamment pendant la nuit. Ils se sont disputés avec les propriétaires parce qu'ils ne payaient plus le loyer depuis 8 à 9 mois. Le propriétaire les a laissés partir sans réclamer l'argent. Et ils sont partis ensemble? Ils sont partis ensemble avec Madame Odette. Mais quand ils sont partis, je ne sais pas comment ils sont partis, car je travaillais la journée, pas la nuit. Je ne sais pas à quelle heure ils sont partis. Si on en croit ces témoignages, Stéphane de Witt aurait été vu vivant jusqu'en octobre 2014, avant de disparaître définitivement avec Odette. Avait-il des problèmes financiers? Toujours d'après leur employé, l'argent ne semblait pourtant pas être un souci. Il avait de l'argent, le blanc, là. Il avait de l'argent avec Madame Princesse. C'était connu. On se demandait d'où il venait. Stéphane de Witt a-t-il organisé sa disparition avec Odette pour échapper à des créanciers ou à ses anciens partenaires, administrateurs de Duferco? Cela pourrait expliquer pourquoi Odette a attendu si longtemps avant de déclarer sa disparition. Mais aussi pourquoi Stéphane envoie le fameux dossier à son ex-épouse, précisément 15 jours avant de disparaître. Stéphane est-il toujours vivant? S'il était mort, on l'aurait su. Je doute fort que M. de Witt soit mort. Il fréquentait des gens plutôt puissants. Parce que Mme Odette, Maniema-Crampin, comme nous le savons, c'est une femme influente. Et d'ailleurs, le contrat qu'elle a obtenu pour gérer le site de jardin botanique de Kisantou, c'est pas n'importe qui peut avoir ça. C'est une institution de l'État. Est-ce que des amis puissants, côté congolais, le protègent? Il est planqué quelque part? C'est une énigme politico-judiciaire. Nous n'en apprendrons pas plus à Kinshasa. Sur place, c'est le blackout. L'ancien Premier ministre Mouzito, impliqué dans l'affaire de la loterie Sonal, a refusé de nous accorder une interview. Même réponse de la part d'anciens collaborateurs de la loterie LPS. Aujourd'hui, les proches de ce accompagnent Serge Kubla pour prospecter et négocier. Une aventure inhabituelle pour le comptable, pas du tout rodé à ce genre d'exercice en Afrique. Il était à la tête d'une société florissante, il avait une équipe de 30 personnes. Quand il est venu nous annoncer son départ vers le Congo, ma première réaction a été de dire « Stéphane, tu t'aventures dans un pays que tu ne connais absolument pas, dont les mœurs et les coutumes sont très différentes de ce qu'on fait en Europe. » Et je me suis permis de l'avertir que ce marché est un marché très difficile et dangereux. Au Congo, Stéphane de Witt et Serge Kubla vont s'intéresser à une affaire à 1000 lieues du core business de Duferco, la loterie nationale congolaise. Sonal, jouer et gagner facilement beaucoup d'argent. La loterie pourrait servir de porte d'entrée pour ensuite investir dans le secteur de la sidérurgie. Pour intervenir au Congo, les deux administrateurs, avec l'aide de Stéphane de Witt, vont procéder à un montage compliqué de sociétés écrans. Parmi ces sociétés, la SEJ, représentée par Serge Kubla et Stéphane de Witt. Les deux hommes signent un accord avec les administrateurs de la Sonal et la bénédiction du Premier ministre Adolphe Mouzito. Pour faciliter l'obtention de cette signature, des hommes politiques et des hauts fonctionnaires auraient été corrompus. Dès que l'affaire éclate, donc au mois de mars, on parle directement d'un montant de 1 million d'euros de corruption, payé, semble-t-il, pour moitié à l'ancien Premier ministre du Congo, Mouzito, et pour partie à des hauts fonctionnaires. Et derrière, encore, il y avait un brouillard sur les bénéficiaires exacts de la corruption. La justice soupçonne même Serge Kubla d'avoir remis dans un hôtel bruxellois la somme de 20 000 euros à l'épouse du Premier ministre Mouzito. Une transaction que l'avocat de Serge Kubla confirme devant les caméras du journal télévisé. Il reconnaît ces faits-là? Oui. Mais il nie qu'il s'agisse là de corruption? Oui, c'est pour lui le paiement d'une facture, simplement. L'épouse du Premier ministre affirme, elle, n'avoir jamais rencontré Serge Kubla. Qui dit vrai?
Quoi qu'il en soit, le projet de loterie n'aboutira jamais. La convention signée par Kubla et De Witt avec la Sonal ne va pas du tout plaire à la ministre en charge des entreprises publiques. Elle va désavouer les engagements d'Adolphe Mouzito, le Premier ministre, et dénoncer la convention. Tout l'argent investi est perdu. Il semble que Madame Mabunda n'était pas d'accord avec ce qui a été conclu. Mystère. Mais le plus étonnant, cette jeune femme va nous le révéler en consultant son journal de bord. D'après ses notes, Stéphane De Witt aurait été présent au jardin de Kisantu encore jusqu'en août 2014, soit plus de 2 mois après la date à laquelle Odette déclare ne plus l'avoir vu. Si Stéphane n'a pas disparu, pourquoi n'a-t-il donné aucune nouvelle à sa famille en Belgique depuis la fin du mois de mai 2014 ? Cette information, plus qu'étonnante, doit être recoupée. Nous prenons la direction de Kinshasa, dans l'espoir de recueillir d'autres témoignages. Quartier de Gombe. Stéphane a vécu avec Odette dans cette villa. La princesse a déserté les lieux. De nouveaux locataires occupent le bâtiment. Mais un des employés du couple est toujours là. D'après lui, Stéphane et Odette étaient présents dans la maison jusqu'en octobre 2014. Surprenant. L'homme explique qu'ils ont quitté les lieux précipitamment pendant la nuit. Ils se sont disputés avec les propriétaires parce qu'ils ne payaient plus le loyer depuis 8 à 9 mois. Le propriétaire les a laissés partir sans réclamer l'argent. Et ils sont partis ensemble? Ils sont partis ensemble avec Madame Odette. Mais quand ils sont partis, je ne sais pas comment ils sont partis, car je travaillais la journée, pas la nuit. Je ne sais pas à quelle heure ils sont partis. Si on en croit ces témoignages, Stéphane De Witt aurait été vu vivant jusqu'en octobre 2014, avant de disparaître définitivement avec Odette. Avait-il des problèmes financiers? Toujours d'après leur employé, l'argent ne semblait pourtant pas être un souci. Il avait de l'argent, le blanc, là. Il avait de l'argent avec Madame Princesse. C'était connu. On se demandait d'où il venait. Stéphane De Witt a-t-il organisé sa disparition avec Odette pour échapper à des créanciers ou à ses anciens partenaires, administrateurs de Duferco? Cela pourrait expliquer pourquoi Odette a attendu si longtemps avant de déclarer sa disparition. Mais aussi pourquoi Stéphane envoie le fameux dossier à son ex-épouse, précisément 15 jours avant de disparaître. Stéphane est-il toujours vivant? S'il était mort, on l'aurait su. Je doute fort que M. De Witt soit mort. Il fréquentait des gens plutôt puissants. Parce que Mme Odette, Maniema Crampin, comme nous le savons, c'est une femme influente. Et d'ailleurs, le contrat qu'elle a obtenu pour gérer le site de jardin botanique de Kisantu, c'est pas n'importe qui peut avoir ça. C'est une institution de l'État. Est-ce que des amis puissants, côté congolais, le protègent? Un départ précipité, 1 mois avant la disparition de Stéphane De Witt. Des loyers impayés. Étrange. Sur son site internet, la Somima se présente toujours comme une importante société minière employant plus de 1000 personnes à travers le monde. Sur ce film promotionnel de la Somima daté de 2012, on voit Odette présenter les produits de son entreprise au sommet de la francophonie à Kinshasa. Elle apparaît sur ces images avec Stéphane De Witt. Comme en 2009 à Francfort, elle se présente comme une bienfaitrice. On supporte des écoles, on supporte des hôpitaux. Donc on est en train de faire beaucoup de choses pour la population. Et comme d'habitude, elle s'affiche avec de hautes personnalités du pays, comme le président Joseph Kabila. Je suis vraiment très excitée et voilà, très contente que le président nous a fait cette surprise. Je suis sûre qu'il sera très fier de trouver à Somima tout ce qu'on va faire pour les enfants des Maniema, les écoles, les hôpitaux, les mamans, les papas, les oncles, les sorciers, tout le monde sera content. 3 ans plus tard, nous n'avons trouvé aucune trace d'aide à qui que ce soit. Stéphane De Witt, que l'on voit sur ces images, est-il au courant des réelles intentions d'Odette? La Somima est-elle vraiment la multinationale que la princesse veut nous vendre? Sur son site internet, l'entreprise présente un nombre impressionnant de directeurs. Après quelques vérifications, nous comprenons qu'il ne s'agit en fait que de prête-noms.
En réalité, l'imposant site internet ne sert qu'à attirer des candidats investisseurs. Quant à l'ancien agent des services secrets qui a aidé à améliorer l'image de la princesse pour faciliter son business, il n'a évidemment jamais été payé et reste stupéfait de s'être fait avoir malgré son expérience. Elle sait parfaitement comment embobiner les gens. Elle est vraiment géniale quand il s'agit de tromper quelqu'un. Son talent d'actrice est formidable. Elle serait parfaite pour Hollywood. Au terme de nos investigations à Francfort, nous pouvons conclure qu'Odette est un véritable escroc. Stéphane de Witt a-t-il lui aussi été arnaqué? A-t-il eu des problèmes financiers? Nous avons rencontré le propriétaire de la villa où il a habité avec Odette. L'homme explique que des loyers sont restés impayés. Puis la princesse a mystérieusement disparu. J'ai été sonné parce que je voulais savoir ce qu'il se passait. Elle était dans l'escalier et elle m'a dit « je ne peux plus payer ». Et le vendredi de la Pentecôte, tout d'un coup, vers 5-6 heures, une camionnette s'est arrêtée devant la maison. Près ou de loin à elle, donc quelque part, elle profitait des investissements qui étaient réalisés par Stéphane dans ses différents projets. Odette prenait le dessus sur tout ce qu'il faisait, ses agissements. C'était elle qui semblait décider de l'évolution de sa carrière. C'était vraiment Odette qui était le commandant du navire. Lui, il était tombé au 2e rang. Au moment de sa disparition, Stéphane travaillait pour Odette. Elle l'avait nommé directeur général d'un projet de développement touristique du jardin botanique de Kisantu, à 120 km de Kinshasa. À l'époque, les médias locaux en avaient parlé. Le jardin botanique de Kisantu dans les Bas-Congo est en train de retrouver toute sa splendeur touristique. Du nouveau matériel acheté sous fonds propres par la princesse Odette Manyema-Créping. Stéphane a-t-il aussi investi de l'argent dans cette affaire? Seule Odette pourrait répondre à cette question. Elle est aussi celle qui pourrait donner plus de détails sur les circonstances de la disparition. À ce stade, la princesse apparaît comme un témoin clé. Le juge d'instruction belge l'a convoquée à plusieurs reprises, mais elle ne s'est jamais présentée. Elle va pourtant sortir de son silence en mars 2015 dans les colonnes de Paris Match. La mystérieuse princesse va faire une surprenante déclaration dans des mails échangés avec ce journaliste. Cher Monsieur Laure, j'ai été personnellement menacée par des personnes qui m'ont demandé de ne pas tout dire à la justice belge lors de mon audition. Odette explique que Stéphane, lui aussi, était menacé. Vous dites qu'il était menacé. Pouvez-vous en dire plus? Oui, par quelques-uns de ses partenaires, mais lui aussi faisait du chantage. Dans ses mails, la princesse va rester très vague sur le contenu du prétendu chantage. Je ne peux pas aller plus loin dans les explications. Je ne peux pas non plus vous rencontrer, parce qu'il était question que j'aille la rencontrer en Allemagne, parce que j'ai, disait-elle, un accord de confidentialité avec Antonio Gozzi, donc le patron de Duferco. Et au terme de cet accord, je ne peux pas m'exprimer. J'ai signé un accord de confidentialité avec Antonio Gozzi concernant Duferco. Odette bluffe-t-elle pour détourner l'attention de sa personne ou a-t-elle réellement un accord de confidentialité? Nous avons posé la question à l'avocate d'Antonio Gozzi. Elle n'a pas souhaité faire de commentaires et n'a donc ni confirmé ni démenti cette information. Mais d'après certaines sources, il y aurait bien eu une demande insistante d'argent de Kubla au Congo, parce que les frais de consultance sont liés à ça, Duferco d'une part et le Congo. Il y aurait eu plusieurs factures envoyées par Serge Kubla à Duferco. Au total, on parle d'un montant de 240 000 € de frais de consultance annuels sous forme de factures trimestrielles. Après l'épisode lamentable de la Sonale, Kubla se retire de l'aventure congolaise. Elle lui vaut aujourd'hui une inculpation de corruption. Depuis, il refuse de s'exprimer.
Serge Kubla parti, que devient Stéphane de Witt? Avec les administrateurs de Duferco et d'autres partenaires, il va retenter sa chance dans le secteur du jeu au Congo en lançant LPS en mars 2012. Cette société offre une opportunité aux joueurs de gagner beaucoup d'argent sans tracasserie. Stéphane ne veut pas d'un nouvel échec. Il croit en ce nouveau projet dans lequel il va s'investir corps et âme. Nous voulons jouer en toute transparence. Le joueur, il parie et puis il passe au guichet et il se fait payer directement. C'est donc parti chez LPS, jouer, c'est gagner. Ce slogan ne leur portera pas chance. L'aventure LPS aussi va mal se terminer en janvier 2013. C'est un véritable fiasco. Il a dépensé de l'argent, il a recruté du personnel, non seulement à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Et il a dépensé tellement de l'argent, comme nous avons appris de nos sources, qu'à un moment donné, il n'était même plus capable de rémunérer le personnel. Certains partenaires locaux sont furieux. Cette mésaventure va conduire le comptable en garde à vue à Kinshasa. Une de ses prestataires de services au niveau du projet de loterie va déposer plainte contre lui parce qu'elle n'a pas été payée. Et donc, elle va déposer plainte pour détournement de fonds et ça va résulter donc dans l'arrestation de Stéphane. Stéphane est accusé de détournement de fonds envoyés par Duferco pour payer les salaires de LPS. Accusation fondée ou non, les ennuis semblent en tout cas s'accumuler à cette époque. Je crois que à un moment donné, il y a eu un clash entre lui et ses mandants de Duferco pour mauvaise gestion. Parce qu'au fond, il n'a atteint aucun objectif. La Sonal, échec. Les jeux, échec. Donc, il a raté sa mission. Dans le courant de l'année 2013, Stéphane de Witt se retrouve donc en situation délicate au Congo. Mais elle va nous révéler un élément intrigant. Elle affirme que plusieurs personnes auraient reçu 1 million d'euros pour garder le silence. Une somme d'1 million d'euros, comme les autres. Mensonge ou vérité? Sait-elle ce qui est réellement arrivé à Stéphane? A-t-elle quelque chose à se reprocher? Pour le savoir, nous décidons de partir sur ses traces en Allemagne. Francfort, capitale économique et financière de l'Europe. Odette se serait installée ici il y a plusieurs années, partageant sa vie entre l'Allemagne et le Congo. Nous commençons nos recherches à l'adresse à laquelle aurait vécu Stéphane de Witt avec Odette avant de disparaître. Les volets sont fermés, personne ne viendra nous ouvrir. Odette Maniema, Dans la rue, un voisin se souvient de la présence de Stéphane de Witt dans la villa. Il n'est pas étonné quand nous lui annonçons que l'homme a disparu. Il s'est sûrement passé quelque chose, comme pour le mari de Madame Odette Krempin, qui est mort subitement en 2011. Il est mort et a été incinéré très vite, et maintenant on ne peut plus vérifier ce qu'il s'est passé. Cet homme, avec lequel Odette a vécu avant de rencontrer Stéphane, est mort subitement après un voyage au Congo. Que s'est-il passé? À l'époque, aucune enquête n'a été ouverte. Stéphane de Witt aurait-il lui aussi été victime d'une mystérieuse maladie? En poursuivant nos investigations, nous découvrons qu'Odette n'a pas toujours été princesse. En 2006, quand elle arrive à Francfort, elle s'installe dans ce quartier beaucoup moins prestigieux. Ses anciens voisins se souviennent d'une jeune femme discrète et tout à fait ordinaire. Elle est venue de Paris. Elle a vécu à Paris auparavant, mais elle n'est restée ici qu'une demi-année. Et puis elle a déménagé en laissant des loyers impayés. Des loyers impayés. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'Odette s'installe dans la luxueuse villa. L'ascension sociale est fulgurante. Elle vient de rencontrer un très généreux fiancé, de 30 ans son aîné,
celui qui décédera mystérieusement après un voyage au Congo. Elle s'autoproclame alors princesse, devient consul honoraire du Congo et fait son entrée dans la haute société de Francfort. À la même époque, elle a une liaison avec un avocat renommé de la ville. L'homme va se ruiner en cadeau pour sa princesse et même détourner de l'argent pour la satisfaire. Inconstances du départ de Stéphane sont intrigantes. Il est parti un matin avec une valise. Le personnel ne s'en est pas inquiété, il se rendait régulièrement à Kinshasa pour quelques jours. Mais cette fois, il n'est jamais revenu. A-t-il fui ou lui est-il arrivé quelque chose sur la route? Il est en tout cas parti en laissant toutes ses affaires. Oui, il a laissé ses affaires quand il est parti. Mais quand ils sont revenus chercher les affaires, ils sont partis avec tout. Qui est venu? C'est la délégation de M. De Witte, ces travailleurs qui sont venus chercher les objets qui restaient. Ils sont venus avec un avocat pour tout partager. Qui a envoyé la délégation? Et pourquoi Stéphane de Witte n'est-il pas venu lui-même? Mystère. Mais le plus étonnant, cette jeune femme va nous le révéler en consultant son journal de bord. D'après ses notes, Stéphane de Witte aurait été présent au jardin de Kisantu encore jusqu'en août 2014, soit plus de 2 mois après la date à laquelle Odette déclare ne plus l'avoir vu. Si Stéphane n'a pas disparu, pourquoi n'a-t-il donné aucune nouvelle à sa famille en Belgique depuis la fin du mois de mai 2014 ? Cette information, plus qu'étonnante, doit être recoupée. Nous prenons la direction de Kinshasa, dans l'espoir de recueillir d'autres témoignages. Quartier de Gombe. Stéphane a vécu avec Odette dans cette villa. La princesse a déserté les lieux. De nouveaux locataires occupent le bâtiment. Mais un des employés du couple est toujours là. D'après lui, Stéphane et Odette étaient présents dans la maison jusqu'en octobre 2014. Surprenant. L'homme explique qu'ils ont quitté les lieux précipitamment pendant la nuit. Ils se sont disputés avec les propriétaires parce qu'ils ne payaient plus le loyer depuis 8 à 9 mois. Le propriétaire les a laissés partir sans réclamer l'argent. Et ils sont partis ensemble? Ils sont partis ensemble avec Madame Odette. Mais quand ils sont partis, je ne sais pas comment ils sont partis, car je travaillais la journée, pas la nuit. Je ne sais pas à quelle heure ils sont partis. Si on en croit ces témoignages, Stéphane de Witte aurait été vu vivant jusqu'en octobre 2014, avant de disparaître définitivement avec Odette. Avait-il des problèmes financiers? Toujours d'après leur employé, l'argent ne semblait pourtant pas être un souci. Il avait de l'argent, le blanc, là. Il avait de l'argent avec Madame Princesse. C'était connu. On se demandait d'où il venait. Stéphane de Witte a-t-il organisé sa disparition avec Odette pour échapper à des créanciers ou à ses anciens partenaires, administrateurs de Duferco? Cela pourrait expliquer pourquoi Odette a attendu beaucoup moins prestigieux. Ses anciens voisins se souviennent d'une jeune femme discrète et tout à fait ordinaire. Elle est venue de Paris. Elle a vécu à Paris auparavant, mais elle n'est restée ici qu'une demi-année. Et puis elle a déménagé en laissant des loyers impayés. Des loyers impayés. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'Odette s'installe dans la luxueuse villa. L'ascension sociale est fulgurante. Elle vient de rencontrer un très généreux fiancé, de 30 ans son aîné, celui qui décédera mystérieusement après un voyage au Congo. Elle s'autoproclame alors princesse, devient consul honoraire du Congo et fait son entrée dans la haute société de Francfort. À la même époque, elle a une liaison avec un avocat renommé de la ville. L'homme va se ruiner en cadeau pour sa princesse et même détourner de l'argent pour la satisfaire. Un comportement qui lui a valu une condamnation et son éviction du barreau. Comment en est-il arrivé là? Aujourd'hui, honteux de ce qui lui est arrivé, il préfère s'exprimer par la voix de son avocat. Il dit qu'à cette époque-là, il n'était pas lui-même. Il l'affirme encore aujourd'hui, et avec le recul, il peut dire que d'une certaine manière, il a été manipulé. Une situation qui fait étrangement écho avec ce que les parents de Stéphane de Witte décrivent du comportement de leur fils.
Moi et sa maman, nous sommes persuadés que cette Odette a transformé notre fils. De quelle façon, ou par quelle manière, ou par quelle intervention, ça je ne sais pas vous répondre, puisque je n'ai jamais rencontré ce personnage, mais je peux vous dire que ce garçon a été complètement manipulé. Manipulatrice, vénale. Les premiers éléments récoltés à Francfort font voler en éclats l'image d'une femme riche et honorable que la soi-disant princesse veut se donner. En 2009, un journaliste de la ZDF avait déjà démasqué Odette lors d'une soirée de bienfaisance qu'elle avait organisée à Francfort. Le journaliste va découvrir que derrière ce visage d'ange se cache en réalité un inquiétant personnage. La soirée se déroule dans une salle prestigieuse de la ville. Toute la haute société est présente. Les invités vont être généreux. Ils feront des promesses de dons pour 89 000 € au profit de 3 projets humanitaires au Congo. Aucune de ces organisations n'a jamais reçu d'argent d'après ce que nous savons. Pour l'hôpital de Kamituga, je peux l'affirmer, elle n'y a jamais été présente. Elle n'y avait pas d'interlocuteur à qui elle aurait pu envoyer les dons. Les dons promis n'ont finalement jamais été versés à Odette. La diffusion de l'émission de la ZDF, nous décidons de nous rendre à l'adresse des bureaux de la SOMIMA à Francfort pour en savoir plus. Un de ses collaborateurs pourra peut-être nous renseigner sur ce qui est arrivé à Stéphane de Witt. Bonjour, nous recherchons l'entreprise SOMIMA. Cette entreprise était ici il y a très longtemps. Je ne sais pas où elle est partie. Je viens d'apprendre d'un collègue qu'il recherche cette entreprise car elle n'a pas payé les loyers des bureaux. Elle est partie du jour au lendemain. Un départ précipité, 1 mois avant la disparition de Stéphane de Witt. Des loyers impayés. Étrange. Sur son site internet, la SOMIMA se présente toujours comme une importante société minière employant plus de 1000 personnes à travers le monde. Sur ce film promotionnel de la SOMIMA daté de 2012, on voit Odette présenter les produits de son entreprise au sommet de la francophonie à Kinshasa. Elle apparaît sur ces images avec Stéphane de Witt. Comme en 2009 à Francfort, elle se présente comme une bienfaitrice. On supporte des écoles, on supporte des hôpitaux. Donc on est en train de faire beaucoup de choses pour la population. Et comme d'habitude, elle s'affiche avec de hautes personnalités du pays, comme le président Joseph Kabila. Je suis vraiment très excitée et voilà, très contente que le président nous a fait cette surprise. Je suis sûre qu'il sera très fier de trouver à SOMIMA tout ce qu'on va faire pour les enfants des Maniema, les écoles, les hôpitaux, les mamans, les papas, les oncles, les sorciers, tout le monde sera content. 3 ans plus tard, nous n'avons trouvé aucune trace d'aide à qui que ce soit. Stéphane de Witt, que l'on voit sur ces images, est-il au courant des réelles intentions d'Odette? La SOMIMA est-elle vraiment la multinationale que la princesse veut nous vendre? Sur son site internet, l'entreprise présente un nombre impressionnant de directeurs. Après quelques vérifications, nous comprenons qu'il ne s'agit en fait que de prête-noms. En réalité, l'imposant site internet ne sert qu'à attirer des candidats investisseurs. Quant à l'ancien agent des services secrets qui a aidé à améliorer l'image de la princesse pour faciliter son business, il n'a évidemment jamais été payé et reste stupéfait de s'être fait avoir malgré son expérience. Elle sait parfaitement comment embobiner les gens. Elle est vraiment géniale quand il s'agit de tromper quelqu'un. Son talent d'actrice est formidable. Elle serait parfaite pour Hollywood. Au terme de nos investigations à Francfort, nous pouvons conclure qu'Odette est... à l'ancien Premier ministre du Congo. L'affaire emporte Serge Kubla et 2 administrateurs de Duferco. Tous 3 sont inculpés de corruption. La justice avait été mise sur la piste avec un mystérieux dossier envoyé par Stéphane de Witt 15 jours avant sa disparition. De manière assez énigmatique, il m'avait donc dit tu sauras quoi en faire le jour venu. Y a-t-il un lien entre la disparition et l'affaire de corruption?
Sur cette énigme plane aussi l'ombre d'une femme, aussi belle que mystérieuse. Celle de la compagne de Stéphane de Witt, Odette Maniema Krempin, une soi-disant princesse au passé trouble. Cette Odette a transformé notre fils. Ce garçon a été complètement manipulé. La mystérieuse princesse a-t-elle quelque chose à se reprocher? Qu'est-il réellement arrivé à Stéphane de Witt? Pour le savoir, nous avons enquêté en Belgique, en Allemagne et au Congo. Elle est vraiment géniale quand il s'agit de tromper quelqu'un. Les sous qu'ils recevaient, ils les ont mis dans leur poche. Stéphane de Witt est-il la victime de la princesse Odette ou son complice? Une affaire trouble sur une toile de fond digne d'un polar. Pourquoi a-t-il disparu? Une enquête aux multiples rebondissements. Février 2015. Le ciel tombe sur la tête de Serge Kubla. Le bourgmestre de Waterloo est inculpé dans une affaire de corruption au Congo. L'homme qui règne sur sa commune depuis plus de 30 ans est arrêté et conduit à la prison de Saint-Gilles. Le parquet a décidé de placer Serge Kubla en détention pour éviter qu'il ait des contacts avec d'autres personnes impliquées dans ce dossier. Les autres personnes impliquées dans ce dossier, ce sont des dirigeants de la société Duferco, Antonio Gozzi et Massimo Croci. Selon le parquet, Serge Kubla aurait servi d'intermédiaire pour favoriser des investissements du groupe Duferco dans le secteur des jeux et loteries au Congo. Les trois hommes sont inculpés de corruption d'agents exerçant une fonction publique dans un État étranger. Ils passeront tous par la case prison. L'affaire agit comme une tornade. Serge Kubla, ancien ministre wallon, ancien député, démissionne de sa fonction de bourgmestre. C'est la fin de sa carrière politique. Le scandale est retentissant, mais il n'aurait jamais éclaté sans la disparition